À l'Institut Lumière, bienvenue dans les jardins de la Villa Lumière, bienvenue à la Villa Lumière, bienvenue dans le chapiteau qui est malheureusement fermé du Village Lumière et surtout bienvenue ici même dans le hangar du premier film. Je peux vous dire que ça fait 5 ans que j'ai le plaisir de faire le Festival Lumière. Je ne m'attendais pas un jour à me retrouver ici, à tel point que j'ai averti la presse que moi c'est fini. À partir de l'année prochaine, je viendrai toujours ici, même si le village est extraordinaire. Évidemment, vous savez qu'on en est à cette journée de mercredi avec une journée assez importante puisque nous avons un invité de prestige qui est. Michel Diamant. Alors, vous avez vu, on fait dans le diamant maintenant, hein. Après avoir fait dans l'or, dans l'argent, dans le bronze, c'est le diamant. Journée de prestige, évidemment, puisque d'une part, on va préparer une chose très importante. Déjà, on accueille Michel pour son évocation, mais surtout, on va préparer une journée très importante. On va être débordé, je peux vous le dire, puisque vous savez que demain, c'est les 80 ans du dictateur, et je vais avoir un direct avec le Chaplin's World, la maison de Charlie Chaplin, à côté de Lausanne, qui va évidemment lancer toute cette dynamique conséquente. Je rappelle que logiquement, le 21 juin, on aurait dû faire la fête de la musique avec un orchestre symphonique du Chaplin's World, mais malheureusement, on ne pouvait pas le faire. Le hangar du premier film. Bah écoutez, c'est un monsieur, je crois qu'il l'a connu parce que tu étais né à cette époque-là. Absolument, absolument. C'était le jour de ma communion qu'il y a eu la fête du regard du premier film. Non, malheureusement, je ne l'ai pas connu. Heureusement, parce que sinon, je ne serais pas là pour le raconter. Mais c'est quand même un événement absolument fantastique. Et ces frères Lumière, qui, avec des petites bobines qui faisaient 51 secondes, ont couvert le monde et ont fait une information planétaire, c'est totalement magique. Nous avons un jour défié un groupe d'étudiants étrangers en leur demandant, comme travail de fin d'études, des étudiants en communication, parce que maintenant la communication, ça s'étudie très sérieusement, on leur a demandé de faire, chacun pour leur pays, une bobine de 51 secondes sur un thème quelconque. Ils étaient 47, il y en a 4 qui ont réussi à le faire. Comme quoi, c'était pas si simple, le travail des journalistes, des reporters de l'époque des Lumières. Alors, en plus, vous retrouvez ce matin l'interview que j'ai réalisée ici même sur la banquette, puisque c'est l'endroit où je me retrouve, de ce fameux festival qui se déroule vendredi, samedi, dimanche. Ça commence vendredi à 18h. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour vous inscrire. Je vous rappelle, c'est le 48 heures film projet avec cette fois-ci des petits courts-métrages de 7 minutes. Donc, c'est pas inintéressant. Bien. Eh ben, dis-moi, tu m'avais pas dit que tu avais une grande affiche. Oui, d'accord, oui. Ah, non, pardon, c'est. Ah, mais c'est ton nom de scène, Ça, c'est Michel? mon nom, ça, c'est mon premier surnom, mon premier alias, hein, Audiard. D'ailleurs, je suis quelquefois un peu gêné parce que je trouve que sous le nom d'Audiard, je dis des choses qui ne sont pas toujours très convenables, mais qui sont tellement performantes, tellement performantes. Alors, pourquoi Michel Audiard, évidemment, vous le voyez là, vous pourriez le voir juste là, puisque c'est le centenaire de la naissance de Michel Audiard qu'on fête, et ça, c'est important. Bon, allez, on commence. Allez, Parlons de cinéma. Hein. Parlons de cinéma. Alors, je vais commencer par être gentil, d'accord? En ce qui me concerne, moi, quand je suis né, bah, il y avait encore la télé noir et blanc. Je n'ai pas connu les postes à galène, mon père l'a connu, mais j'ai connu la TSF, j'ai connu, etc. Toi, le cinéma, Bah, ça disons, existait déjà. quand je suis né, la télévision noir et blanc balbutiait. Moi, j'ai fabriqué des postes à galène moi-même pour recevoir des ondes. C'était très mystérieux, c'était magique. Je ne comprenais pas pourquoi ce petit caillou sur lequel on mettait deux épingles, brusquement, ça faisait du son dans le haut-parleur. Et alors, le cinéma, alors je suis tombé dedans très très jeune parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'habitais à côté de la gare du Nord à Paris. Et il y avait là un petit cinéma qui est exactement celui dont parle un certain Claude Moine. La photo sur le dada peut faire sourire et pleurer. C'était le cinéma de quartier. Et j'avais la chance que tous les mercredis, la personne qui s'occupait de la maison, parce que mes parents travaillaient tous les deux, nous amenait au cinéma. Alors c'était surtout des westerns. Je suis tombé dans le western quand j'étais petit. Mais si je dois dire le premier film qui m'a vraiment impacté très fort, c'est peut-être parce que il était plutôt interdit aux gamins et que j'y suis allé avec cette dame. Oui, je suis très inquiet. Non, 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 ça s'appelait La Strada. La Strada, qui est un film sublime où, j'allais dire Anthony Perkins, non, Anthony Quinn, c'est terrible. Anthony Quinn jouait le rôle d'un forain, les forains qui pètent des chaînes. Maintenant, ça se voit plus maintenant. Mais à l'époque, il y avait une fête
au pied de la butte Montmartre, là où j'allais au lycée Jacques Decour. Et sur cette fête, en face du lycée, c'est un peu un hasard, il y avait un forain comme ça qui, 6 fois par jour, pétait des chaînes. Et c'était le rôle d'Anthony Quinn dans ce film, avec cette jeune femme perdue, en fait, etc. Donc ça m'a... Ce film m'a réveillé. Ce film m'a montré... Je suis allé après discuter avec le casseur de chaînes, d'ailleurs. Hein. Un monde... Moi, j'étais gamin, j'étais dans le monde, pas des bisounours, mais j'étais dans le monde de l'image factice. Pour moi, le cinéma, c'était pas la vraie vie. Et là, j'ai découvert, pour la première fois, un film qui était la vraie vie. Et j'avais le mec en face de moi, ça c'était quand même assez magique. À part ça, comment citer d'autres. Alors, il y en a un autre. Attends, avant de parler des films. Attends. Le cinéma, ça représente quoi pour toi? Parce qu'on a aujourd'hui du cinéma qui peut se faire devant son écran PC, avec Netflix, avec Amazon, avec pas mal de trucs. Le cinéma, c'est quoi comme symbole? C'est une fenêtre. C'est une grande fenêtre ouverte. Tu vois, je vais faire une comparaison. J'ai eu la chance incroyable de rencontrer M. Pei, l'homme de la pyramide du Louvre, chez lui, à Suzhou, dans un musée qu'il a construit. Et on visitait le musée avec lui. Il nous faisait visiter son musée. Ça, c'est quand même un luxe inouï. Et à un moment, il s'arrête et il nous dit: à quoi ça sert une fenêtre? Là, on est tous restés comme des glands. Et on a dit: bah, ça fait rentrer la lumière. Il dit: oui, ça c'est la fonction la plus évidente. Mais une fenêtre, ça sert à faire sortir le regard. Et il nous a montré les fenêtres du musée. Ça, c'est la fenêtre des pierres. Et elle change, le tableau change tous les mois, selon la saison, etc. Ben oui, un arbre au mois de juin et un arbre au mois d'octobre, c'est pas le même. Et donc il y avait là 8 fenêtres qu'il avait nommées comme des tableaux. Et ben pour moi, le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est une fenêtre gigantesque qui nous permet d'aller n'importe où dans le monde en gardant les fesses confortables sur notre fauteuil. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir vraiment. Mais pour moi, voilà, le cinéma, c'est un aspirateur qui nous emmène ailleurs. Le fait d'être dans une salle où la lumière s'éteint, où on est dans un confinement, ça veut dire aussi qu'on part dans un autre univers? Ben, je reciterai encore le grand philosophe Claude Moine. Eddie Mitchell, hein, pour avoir. Ah oui, c'est vrai, pardon, Eddie Mitchell. Bon, Oui, non, mais Claude Moine, ça va très bien. moi j'ai été au lycée avec lui, donc je l'appelle Claude. Hein. Et il a très bien, il a très bien, il a merveilleusement expliqué dans cette chanson qui accompagnait son émission La Dernière Séance, que dès qu'on rentre dans un cinéma, on est ailleurs. Je fais une comparaison. J'ai pas mal pris l'avion dans ma vie, et quand je prends l'avion, je suis toujours un gamin de 8 ans qui découvre un truc. C'est-à-dire que j'arrive, il y a les contrôles, maintenant c'est devenu un peu plus chiant, mais j'arrive et quand je m'assieds dans mon siège d'avion, je suis arrivé. Je suis déjà là-bas. Et bien le cinéma, c'est pareil, je m'assieds dans mon siège et je suis là-bas. Je ne suis plus ici, particulièrement quand on va au cinéma ici. Là, il faut dire qu'on est encore plus ailleurs parce que ces gens, les frères Lumière, ont inventé ailleurs. Ils ont vraiment inventé, concrétisé l'ailleurs. Avec des bobines de 51 secondes, j'insiste. Ah, petit détail, j'ai oublié de préciser que si on a de ce côté-là le premier hangar, de ce côté-là, on a La salle. La salle. la fameuse salle de l'Institut Lumière. Deuxième film. Alors, deuxième film, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est encore un Quinn. Attends, mais tu me prends. C'est C'est du siècle passé, c'est du. mais oui, c'est Zorba le Grec. C'est encore du noir et blanc. Et c'est encore du noir et blanc. C'est Zorba le Grec. Parce que Zorba, c'est un film, j'avais lu le livre, et je suis toujours un peu inquiet quand je vais voir un film tiré d'un des livres que j'ai lus, parce que chacun de nous se fait son cinéma. Et là, le casting correspondait exactement à ce que j'avais imaginé. Mais surtout, ce que m'a apporté Zorba le Grec, c'est quand j'ai un grand malheur ou une grande joie, je ne peux pas la dire, je la danse. Et ça, pour moi, ça a été un éblouissement. Je suis un bon rocker, mais je ne suis pas un grand danseur. Mais si tu veux, c'est le sens qu'il y a des choses qui sont indicibles, dans l'horreur comme dans le bonheur.
et que c'est le corps qui doit les dire. C'est le corps qui doit les exprimer. En ce moment, c'est un peu emmerdant parce qu'on peut peu étreindre. Hein, on dit toujours qui trop embrasse mal étreint. Là, le Covid a réglé la question. Ni on embrasse, ni on étreint. Mais voilà, donc c'est mon deuxième totem. C'est mon deuxième totem cinématographique. Tu as une vie un peu insolite puisque lyonnais d'origine. Lyonnais d'origine, mais non. Moi, je suis un petit Auvergnat. Je suis un petit juif polonais né en Auvergne par les hasards de la guerre. Ensuite, je suis un émigrant permanent. Ensuite, j'ai émigré à Paris à l'âge de 6-7 ans, où je me battais à l'école parce que je parlais pas bien français, mais je parlais auvergnat. Et les copains ont vite compris que l'auvergnat, il fallait pas le faire chier. Je suis resté à Paris de 7 ans à 20 ans. Après, j'ai immigré en province parce que je ne supportais plus Paris. Je suis arrivé à Lyon. Et là, je suis tombé en amour, comme diraient les Canadiens, parce que Lyon représente toujours l'idéal urbain, la bonne maille, la bonne taille. Quand j'ai quitté Paris, c'était en 68, pas à cause, j'étais chassé par la Révolution, j'étais attiré par les Jeux Olympiques. Donc je voulais aller à Grenoble. J'ai passé 15 jours à Grenoble et je me suis enfui, excusez-moi amis grenoblois, je me suis enfui de ce truc encaissé, enfermé, etc. Et à côté, il y avait Lyon. Et je me suis installé à Lyon. Et depuis que je suis lyonnais, alors je me suis installé à Lyon, 2 ans après, j'ai foutu le camp pendant 8 ans entre les États-Unis et l'Europe. Après, j'ai eu la merveilleuse chance d'ouvrir Eurexpo. Ça a été le plus beau travail que j'ai fait dans mon existence. Parce que travailler dans l'univers des foires et salons, c'est non pas apprendre, mais comprendre tous les métiers. Et ça, c'est un luxe inouï. Entendre tous les métiers au sens Molière du mot entendre. Et puis après, mes pieds poudreux ont recommencé à me chatouiller. Et là, j'ai eu la chance, grâce à une jeune fille chinoise, qui avait fait un rapport marketing, etc., de me dire, tiens, et si que j'allais en Chine? Alors, je dis pas, tiens, si que j'allais, si nous allions en Chine, parce que mon épouse était indissociable de cette aventure. Et ça nous a donné le bonheur absolu pendant 13 ans de vivre au printemps en Chine, en été en France, à l'automne en Chine et en hiver en France. Ça fait 4 ans que ça s'est arrêté et je suis encore en manque de Chine grave. Heureusement, j'ai beaucoup d'amis chinoises que je rencontre à Lyon, mais ça a été là. Revenons-en à l'ouverture, revenons-en à l'image. La découverte de ce pays a été fabuleuse. J'adore, non, je ne veux pas dire j'adore la Chine, je veux dire j'adore les Chinois, parce que la Chine, ça ne veut rien dire. Dire j'adore la France, ça ne veut rien dire. La France, c'est un concept. Ce qui est formidable en Chine, c'est les Chinois. Je n'ai jamais rencontré autant de gens souriants qu'en Chine, alors que tout le monde me disait, voilà, tu vas voir, la foule indifférente, machin, un truc. Alors, j'avais un gros avantage en Chine que nous partageons. Mais toi, il n'y a pas très longtemps, c'est la barbe. Parce que, ah oui, en Chine, la barbe occidentale notre paillasson, là, est un attrape. Attention, pas seulement pas seulement les grignettes, beaucoup les grignettes. Mais j'ai eu des scènes cocasses où des demoiselles venaient demander à mon épouse, qui était à côté de moi dans le métro, si elle pouvait caresser ma barbe. Parce que pour elle, c'est une sensation incompréhensible, cette espèce de paillasson. Et ça, c'était pas désagréable. Zorba le Grec permet de découvrir la Grèce. Inventer. Est-ce que le cinéma, ça permet aussi d'aller découvrir des pays où je n'ai peut-être jamais mis les pieds? Bah, ça a commencé comme ça. Hein. J'en reviens à mes petites bobines de 51 secondes. Là, les gens se sont pris dans la figure, non, se sont pris dans la gueule quelque chose d'incompréhensible. Comment dire, les reporters de l'équipe Lumière, je vais encore parler de fenêtres et d'ouverture, ont ouvert à tout ce public. Et puis, comme disait Galilée, et pour si muove. En plus, ça bougeait. Hein. Si vous n'avez pas vu Galilée au Théâtre des Célestins, allez-y, 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 allez-y. C'est une pièce fantastique. Fin de la pub. Et je crois que c'est ça, si tu veux, vraiment le cinéma, c'est un... D'abord, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, le cinéma à la télé, c'est bien sympa, mais c'est pas le cinéma.
même avec un home cinéma gigantesque, etc. Le cinéma, c'est là. C'est dans une salle où le noir se fait et il n'y a pas forcément toujours les chocolats glacés. En plus, maintenant, avec mon diabète, j'ai pas le droit. Mais il faut être dans cet univers. Il faut que le noir se fasse et que la lumière vienne de là. Qu'il y ait brusquement... Alors maintenant, il n'y a plus le clac, 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 clac du projecteur quand on est au fond de la salle. Mais bon, il faut pas dire que ça me manque, il ne faut pas exagérer, je ne suis pas vieux con à ce point-là. Mais c'est toute cette ambiance qui est indispensable. Hier, je devais avoir un rendez-vous avec Jérôme Freitas qui reprend à partir de samedi une pièce de théâtre qui s'appelle Cher Parrain, qui est inspirée du Parrain. Alors, je vais faire une généralisation, juste une petite incartade. Tu parles du cinéma, de cette magie, le spectacle vivant, le théâtre, les concerts. Ça se fait toujours dans des salles ou ça peut se faire parce qu'il y a certains théâtres parisiens et lyonnais qui ont eu la bonne idée d'installer des écrans ou des caméras, oui, des écrans au premier rang et qui proposent de faire ça de manière virtuelle. Alors, bon, déjà, actuellement, on est obligé d'utiliser ce virtuel. Là, on a été contraint de le faire et ça a ouvert des pistes qui seront positives et poursuivies. Le théâtre vivant. Alors, je parlais de la Chine. Ça aussi, c'est important parce que cette vision, c'est même pas international, c'est planétaire. Non, mais la Chine est un gigantesque théâtre vivant. J'ai un ami qui est lyonnais et qui, depuis 25 ans, ne travaille qu'en Chine. Et il a créé là-bas des festivals de théâtre de rue. Bon, nous, on a La Rochelle avec les grandes marionnettes. Lui, c'est plus... Non, j'allais pas dire intimiste, parce que quand il y a 12 000 spectateurs, mais ça, c'est la Chine. Hein, bon, tu ouvres une porte, il y a 20 000 personnes qui rentrent. Bon, ça, c'est la Chine. Mais cette notion de théâtre de rue ou de spectacle de rue est extraordinairement importante. Je vais vous donner un exemple assez rigolo. Il y a une ville chinoise, toute petite à l'échelle chinoise, qui a été rachetée par un industriel, parce que c'était un très joli port, très vieux, qui était complètement comme notre Croix-Rousse, bon, un bourbier ignoble, et il n'a pas voulu. C'est un grand promoteur immobilier, et il a dit, je ne vais pas raser et construire des immeubles à cet endroit. Je veux restaurer, et il a fait une restauration, mais que l'UNESCO ne refuse d'ailleurs, elle est classée à l'UNESCO. Et il a construit une ville à côté. Et là, il a fait signer une charte à tous les gens qui voulaient habiter dans la ville, une charte de respect du cadre. Pas de sèche-linge dans le jardin. Vraiment, c'est extraordinaire. Il a restauré les maisons. La ville de Suzhou est en train de faire ça aussi. Il a restauré les maisons et il a passé un accord avec la municipalité. Je ne sais plus combien, les 2/3 des maisons en question devaient être reconfiées à leurs anciens occupants au même prix. Et il avait quand même un tiers qui pouvait vendre à n'importe quel prix, parce que bon, il fallait pas. Mais même ce tiers vendu à n'importe quel prix, il devait respecter la charte. Et dans cette ville, mon copain Bertrand de Sanne a créé des spectacles de rue. Et un jour, il a fait venir une équipe de théâtre nantais qui fait du théâtre aquatique. C'est-à-dire qu'ils font c'est pas du théâtre, si c'est du théâtre et de la musique dans l'eau, mais avec des instruments qui utilisent l'eau. Hein, c'est-à-dire que c'est pas une trompette dans laquelle tu souffles, c'est une trompette dans laquelle tu fais passer de l'eau. Et c'est l'eau qui provoque le son. Et donc, il y a heureusement une très grande fontaine à l'entrée de ce village. Autour de la fontaine, il y avait 1000, 2000 personnes, je ne sais pas combien. Et puis, il y avait les clowns en question qui étaient dans la flotte et qui jouaient de leur musique, qui faisaient les phoques, en fait, etc. C'était magique. Et puis, malheureusement, non pas malheureusement, heureusement, il faisait chaud. Parce que les 10 premiers rangs ont été très largement douchés de façon permanente. Première réaction, le rire. Parce que ça, les Chinois sont un très bon public. Et quand tu fais une connerie, ils se marrent. Ça, c'est le premier. Deuxième réaction, la révolution dans les salles de bain le soir. Parce que tous les gamins qui étaient là, quand ils sont rentrés chez eux le soir, je te dis pas la baignoire. Et c'est passé dans le journal le lendemain. Parce que le maire de la ville était là, et que ces mômes, ils ont foutu un bordel incroyable. Ah mais papa, t'as vu, c'était et tout à l'heure tu riais. Oui, voilà.
Bon, si tu veux, voilà, ça c'est du spectacle de rue, et les gens se le sont complètement appropriés, vraiment complètement appropriés. Et la rue est un spectacle. Hein, je veux dire, parler de spectacle de rue, c'est un pléonasme. La rue, quelle qu'elle soit, est un spectacle. Alors, l'organiser pour en faire un spectacle destiné à un public, ça me paraît indispensable. Est-ce que le cinéma est porteur justement de ce type d'image? Bah, je reviens sur ma strada, je reviens, oui, bien sûr, bien sûr. Mon troisième film, c'est L'homme qui tua Liberty Valance. Mais désolé, mais tu, Western. mais tu me prends que des trucs qui datent de l'ancien millénaire et de l'ancien siècle. Mais attends, mais évidemment, attends, la Je question, tiens à signaler que j'ai laissé mes invités libres de choisir ce qu'ils voulaient, mais quand même là. la question que tu m'as posée, c'est quels sont les films qui ont eu une influence. Aujourd'hui, j'ai 77 ans, il n'y a plus grand-chose qui a de l'influence sur ce que je suis. Je suis malheureusement constitué, je ne suis pas complètement silicosé, mais actuellement, il y a peu de choses qui me font évoluer fabuleusement. Hein. Il y a aussi ce film dont je ne me souviens plus du nom, dans lequel jouait Truffaut. Tu sais, le contact avec les extraterrestres. Bon, c'est la seule fois où j'ai aimé Truffaut. Hein. J'avoue que j'ai jamais considéré Léo comme un acteur. Tous les films de Truffaut m'ont toujours légèrement ennuyé. Et en plus, Jean-Pierre Léo, c'est une tragédie, ce mec. Je ne sais pas pourquoi Truffaut l'a porté comme ça, parce que pour moi, c'est tout sauf un acteur. Tu me cites quand même trois films qui sont trois films américains. Ouais, mais le cinéma, c'est planétaire. Le cinéma, c'est planétaire. Enfin, La Strada, c'est un film italien, camarade. Hein. Pardon, excuse-moi, je vais... Oui, effectivement, Zorba le Grec, c'est un film américain, mais qui ne parle pas de l'Amérique. C'est un film qui raconte l'histoire d'une forme d'humanité, du conflit d'ailleurs entre deux formes d'humanité. Celui qui est sage et raisonnable et celui qui est complètement fou. Télescopage, et heureusement, c'est le fou qui gagne. Ça, c'est ce qui est important. Alors, Liberty Valance. Alors, Liberty Valance, alors moi, c'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est un film sur le mensonge. Puisque dans ce film, l'homme qui est censé avoir tué Liberty Valance était un exécrable tireur, même pas tireur, il avait peur des armes, etc. Et John Wayne, qui joue le rôle du vrai porte-flingue, truque la mort de Liberty Valance, c'est-à-dire que c'est lui qui tue Liberty Valance, en étant planqué derrière un coin, et on l'apprend bien plus tard dans le film. J'aime bien le cow-boy, j'aime pas le bonhomme. John Wayne, c'est vraiment, j'ai été horrifié quand j'ai découvert qui était John Wayne. Je suis en train de lire la biographie de Balzac par Stefan Zweig, et je suis absolument horrifié de ce que je découvre de Balzac. Je crois que je vais plus pouvoir lire un livre de Balzac, heureusement, j'en ai déjà lu pas mal. Quand on va jusqu'à l'homme, quelquefois, c'est pas très propre. Et Liberty Valance, pour moi, c'est ça. C'est un très beau western, très bien carré, très bien construit, etc. La lutte du pouvoir, alors c'est manichéen, il y a le noir qui est vraiment noir, pas négro, pas noir. Hein. Le personnage mauvais qui est vraiment mauvais, le personnage bon qui est vraiment bon, et puis il y a John Wayne qui est là au milieu, on ne sait pas trop où il est. Mais pour moi, ce qui est resté, c'est un film sur le mensonge ou l'usurpation. Mais involontaire, parce que lui, c'est Grégory Peck, je crois, il ne sait pas que c'est pas lui qui a tué. Il a tiré un coup, l'autre est tombé, bon, ça c'est moi, hop. Mais non, c'était l'autre qui était derrière, l'arme bien ajustée. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas entendu deux détonations. Là, il y a un truc. Bon, mais à l'époque, les gens ne portaient pas des sonotones comme moi, peut-être ils n'avaient pas de. Voilà. Donc, moi, ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est cette usurpation qui a fait la gloire de cet homme, qui est devenu président des États-Unis, etc., sur. Oui, remarquez, dire qu'un homme politique a été élu sur de fausses choses, c'est aussi un pléonasme. C'est aussi un pléonasme. Dire qu'un homme politique parfaitement sincère, c'est un oxymore. Je vais te donner deux titres. Ok, tu vas me dire ce que tu en penses parce que derrière, il y a des sacrés messages. Le premier s'appelle E.T.
Le deuxième s'appelle Le Cercle des Poètes Disparus. Il y a des sacrés messages dans ces deux films. Le cinéma, c'est... Alors, toi, tu dis, il y a des films assez importants, les trois que tu viens de citer. Est-ce que c'est un moment de détente où on va avoir des comédies? Est-ce que c'est... C'est un moment de détente qui doit vous faire passer quand même quelques messages. Tu cites, Enfin bon, quand tu vas voir la Strada ou des choses comme ça, c'est un moment de détente. Mais bon, c'est pas non plus une comédie où tu passes ton temps à rire. pour ça, je te dis, mais euh, euh, on n'est pas forcé de rigoler pour recevoir des messages. Hein, et on n'est pas forcé de pleurer pour recevoir des messages. Non, alors les deux films que tu as cités, E.T., moi j'ai beaucoup aimé. Le message était très intéressant. Ça rejoignait un peu le message de ding, 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 ding avec Truffaut. La vie ailleurs, la vie des autres, respecter la vie de l'autre, etc. Et puis, bien sûr, le cercle des poètes disparus. Bon, moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à raconter des histoires à des gens auxquels j'étais censé enseigner quelque chose. Comment tu présentes ça? Ben oui, si tu veux, mais ça, moi, ça a toujours été le préambule à tous mes séminaires. Je vais vous raconter des histoires, prenez un papier, un crayon, fermez votre ordinateur et prenez des notes, parce que c'est de ce que je vais vous raconter que vous devez tirer un enseignement. Hein, c'est ce que faisait Confucius, en toute modestie. Non, pardon. Non, je veux C'est dire, qui celui-là? C'est oui, non, mais ça va très bien. Ça va très bien. Attends, moi, ce qui me fascine en ce moment, excuse-moi, c'est la semaine dernière, Jean-Louis Debré, qui nous faisait une conférence sur la liberté, sur l'égalité, nous parlait de Platon, de Socrate. Toi, tu parles de Confucius, mais ce sont des gens qui, bah, ils n'ont pas changé, eux, hein. Et puis, ça fait longtemps. Non, eux n'ont pas changé. Ce qui a peut-être changé, c'est la lecture de ce qu'ils ont dit. Ça a changé. Et alors pour Confucius, incroyablement, les deux, Confucius et Lao Tse, ça a incroyablement changé le regard sur Confucius, sur Lao Tse. Ben ça, c'est mon influence chinoise. Bon, mais pour revenir au cercle des poètes disparus, je crois que c'est le rêve de tout enseignant. C'est le rêve de tout enseignant. Quand je dis enseignant, c'est tout en majuscule. Et quelquefois, enseignant, malheureusement, à la fin, ça s'écrit S-A-I et non pas S-E-I. D'arriver à ça. Moi, j'ai eu un prof de maths quand je suis rentré à l'école de travaux publics. J'avais fait maths LM, maths B. Je ne portais pas de lunettes, mais c'était une erreur. Et le premier cours de mathématiques qu'on a eu avec un monsieur qu'on appelait, comment il s'appelait, celui qui avait le grand nez dans les Ribouldingues, Filochard et Croquignol. Eh bien, il s'appelait Schmitter, il était alsacien, il était professeur de mathématiques. Il nous a accueillis en disant, messieurs, je n'ai aucun souci sur votre niveau de connaissance de la mathématique. Mais je voulais vous montrer quelque chose. Il avait deux petites épases, pour du lyonnais. Il démarre un disque, une cantate de Bach. Il dit, vous voyez, ça, n'importe quel calculateur un peu puissant peut l'écrire. À l'époque, on ne parlait pas d'ordinateur, on parlait de calculateur. Mais il y a autre chose. Tac, tac, la 40e de Mozart, la 41e de Mozart. Vous voyez ça, aucun calculateur ne pourra jamais l'écrire. Et alors nous sommes là, au milieu, entre les deux. Parce que nous sommes des techniciens, j'étais dans la spécialité pont et barrage. Nous sommes des techniciens destinés à construire des objets gigantesques, etc. Mais je vais vous demander un petit exercice. Prenez une demi-feuille de papier et marquez-moi dessus la réponse à cette question, qu'est-ce qu'un pont? Tu vois, étrange de cake en face. Alors, résultat, moi j'avais marqué, résultat, un certain nombre de calculs mathématiques qui donnent un bâtiment. Il prend le premier papier, il le regarde, tac, tac, il le déchire. Le deuxième, il regarde, il dit, bon, c'est même pas la peine. Il dit, monsieur, un pont, c'est un trait d'union entre des hommes. Et nous sommes là pour le tracer. Eh bien, tu vois, ce mec, je crois qu'il nous avait demandé de sauter par la fenêtre, on aurait sauté, on était au rez-de-chaussée. Hein. Mais je veux dire, c'est tout à fait ça, tu vois, c'est dans cette logique-là. Et moi, si tu veux, mon luxe le plus extraordinaire, c'est justement ce qui ressort de ces 20-25 années que j'ai passées de façon irrégulière, parce que je n'ai jamais été enseignant. Je n'ai jamais été rien du tout, d'ailleurs. J'ai toujours été quelque chose à côté de ce que j'aurais dû être. Mais ça, c'est le bonheur. Je reçois actuellement des coups de téléphone, des mails ou des lettres de gens qui sont passés dans une de mes salles il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans,
et qui m'écrivent, soit pour me dire, Monsieur Diamant, je vais me marier, je veux votre avis. Je travaille dans telle entreprise, je voudrais changer là. On me pose la question de partir à l'étranger, je veux votre avis. Je veux votre avis, je veux votre avis. Et ça, si tu veux, bon, ça paraît très prétentieux de dire ça ici maintenant, mais c'est pas ça la question. C'est ma nourriture. C'est ce qui me tient debout. Parce que je me dis, merde, sur les combien, je ne sais pas combien de milliers de jeunes gens que j'ai vus, j'ai fait un petit calcul, il y en a 2% qui ont toujours quelque part dans un coin de la tête les gognandises que je leur ai racontées à l'époque. Et ça, c'est un luxe inouï. Ça, c'est formidable, si tu veux. Voilà, donc, si tu veux, le cercle des poètes disparus, oui, d'accord, c'est une histoire merveilleuse, en plus tellement, tellement admirablement jouée, si tant est que c'était joué, enfin, quand même, oui. Voilà. Donc, c'est effectivement un film important, mais bon. Tu as été au Expo, tu as été aussi à l'origine d'un salon assez important. Oui, oui, alors, j'étais à l'origine. Et on va faire un lien après avec le cinéma, parce que y a-t-il un film sur la gastronomie ou y a-t-il... Ah, bah, le plus beau film sur la gastronomie, c'est le repas de... Oh, comment s'appelle ce film? Une cuisinière dans un pays du Nord qui organise un repas fabuleux, le repas de bête, le repas de... Ouais, enfin, c'est plus... Si tu veux, on a beaucoup parlé de films sur la bouffe, avec le truc, il y avait Piccoli, Je sais, je l'ai aussi sur le bout de la langue. Alzheimer sort de ce corps. Enfin bon, il y a eu des films sur la bouffe, il y a eu peu de films sur la gastronomie, sur le raffinement de ce qu'est la gastronomie. T'es pas d'accord là. Tu peux me différencier... Je vais être très insultant. C'est quoi la différence entre les deux, la bouffe et la gastronomie? Alors, c'est la différence entre un gourmet et un gourmand. C'est-à-dire que, non, mais c'est très important. Si tu veux, la bouffe et la gastronomie, ce film s'appelait La Grande Bouffe d'ailleurs, ce film dont je parle, mais je me souviens plus de qui il était. C'était Federico Fellini. Fellini. C'était des gens qui, hein, ils n'étaient pas là pour apprécier la qualité d'un mets, ils étaient là pour se remplir. Hein, comme dans les Monty Python, le gars qui bouffe et qui finit par exploser. Donc c'était ça. Non, un film sur la gastronomie, c'est un film dans lequel les gens distinguent un chablis d'un sylvaner, distinguent une sauce au poivre d'une sauce au morille, etc. La gastronomie, c'est un ravissement. Alors, tu parlais de salon. Alors, effectivement, j'ai eu la chance de participer, parce que c'est pas moi tout seul, c'est pas tombé, j'ai pas été touché par la graisse, et j'ai voulu créer. Non, on s'est posé la question avec l'équipe d'Orexpo à une époque. Lyon est une ville réputée pour la gastronomie, et il n'y a pas de manifestation autour de ça. Donc on a créé un salon qui s'appelait le Salon des métiers de bouche. Salon destiné aux professionnels, qui a immédiatement été un succès. Et c'est devenu quelque chose d'absolument planétaire, parce qu'au début c'était un salon régional, en alternance avec celui de Paris, tous les 2 ans. Dès le départ, il était tous les 2 ans. Et puis, un jour, il y a eu une rencontre. C'est la rencontre de ce salon avec un jeune chef qui s'appelait Paul Bocuse. Dans cette époque, c'était plus un jeune chef, avec un grand chef qui s'appelait Paul Bocuse, qui en a pris la présidence, et grâce auquel on a créé le Bocuse d'Or. Et personne n'imaginait, quand on a créé ce Bocuse d'Or, ce que ça allait devenir. Parce que le Bocuse d'Or a à la fois boosté et écrasé le salon. Alors après, il y a un technocrate qui a voulu changer de nom. Il trouvait que les métiers de bouche, ça faisait vulgaire. Je ne sais pas à quoi il pensait. Hein. Si je sais, parce qu'il nous l'a dit, mais bon, franchement, c'était pas haut de gamme. Ça restait très au-dessous de la ceinture. Et c'est devenu le CIRA, Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Comme le CIRA, c'est aussi un nom de cépage, phonétiquement, moi, ça m'avait un peu gêné à l'époque. C'est ce qui a entraîné mon départ dans l'Expo, d'ailleurs. Et donc, ce Bocuse d'Or, est devenu un événement planétaire.
sur les 5 continents, j'allais dire les 6 continents, parce qu'il y a des deux continents qui se divisent en deux, sur les 5 continents, il y a chaque année 50 chefs qui se bagarrent pour être dans les 12 qui vont être choisis. Et ça a élevé l'art culinaire à un niveau invraisemblable. Au début, c'était Roland-Garros dans les grandes années, la salle où le chef travaillait. C'était le silence, il ne fallait pas les sauver une fourchette. Et puis c'est devenu Copacabana. Maintenant, on a mis les chefs dans des cages de verre de 4 cm d'épaisseur pour qu'ils puissent bosser. Et autour, mais c'est l'ambiance, je dis Copacabana pour être gentil, mais je pourrais dire aussi c'est l'OL. Et ça me plaît beaucoup moins. Parce que dans les tribunes, il y a les groupes de nationalité, ça braille, ça agite des drapeaux. C'est sympathique, mais là, je vais être carrément vieux con. Pour moi, c'était pas ça, le Bocuse d'Or. Mais la qualité reste, la qualité existe toujours. Et si tu veux, je parlais tout à l'heure de ce métier d'organisateur de manifestations. Ce qui est fantastique dans ce job, c'est qu'il faut, autant que faire se peut, savoir ce que vont vouloir les gens 3 ans avant qu'ils le veuillent. Parce qu'il faut en gros 3 ans pour organiser un salon. Et ça, là, on a tapé en plein dans la cible. Un jour, M. Decaux était interviewé et le journaliste lui disait « Mais M. Decaux, on a l'impression que tout ce que vous touchez devient de l'or. » Et il lui a répondu « Monsieur, je ne parle pas de mes échecs, mais je suis comme tout le monde. Il y a 80% de gamelles et 20% de réussite. » Il y a de quoi se régaler, mais on arrive déjà à la dernière question. Hein. Elle est double. Premier point, un festival Lumière qui n'a que 12 ans d'existence. Et deuxième point, le festival Lumière n'a jamais été en Chine, alors que toi, tu as été un porte-flambeau de notre belle ville de Lyon. Alors si le festival Lumière a été en Chine, non plutôt, la Chine est venue au festival Lumière. Oui. Parce que Thierry Frémaux a, dans son escarcelle amicale, un certain nombre de réalisateurs chinois, et il y a toujours des films qui viennent de là-bas, et que moi je regarde avec bonheur. Hein, puis comme je suis très prétentieux en version originale, je fais semblant de comprendre, surtout que les films hongkongais, ils ne parlent pas tout à fait le même chinois que les autres. Enfin, il y a pas de le chinois, ça n'existe pas. Hein. C'est, bon, il y a le mandarin, et puis il y a 120 langues en Chine très différentes. Donc c'est vrai que le Festival Lumière n'a jamais été en Chine physiquement. Jamais été organisé. Il n'y a pas eu un festival comme on a un festival de théâtre français à Barcelone. Comme on a le Salon des métiers de bouche, le Bocuse d'Or, qui se balade dans 14 pays de la planète. Alors je ne sais pas, c'est à Thierry Frémaux qui voudrait poser la question, et je trouve que Lyon a bénéficié, j'allais dire, d'une chance. Non. Lyon a été reconnu dans sa réalité grâce à Thierry Frémaux. Parce que quand on lui a proposé de devenir le patron du Festival de Cannes, les milieux mal informés ou mal intentionnés disaient que l'une des clauses, c'était « vous venez vous installer à Cannes ». Et que Thierry Frémaux a dit « non, n'est pas question. D'abord, je ne lâche pas Lyon, et ensuite, voilà ». Et si tu veux avoir le même homme qui organise 2 festivals aussi différents dans le concept, dans l'approche, ici le festival est orienté vers le public. C'est un festival pour le cinéaste, pour les cinéphiles, pardon, excuse-moi. Pas de compétition. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas, si tu veux, voilà. Le festival de Cannes, ça reste une forme de festival qui est tout à fait intéressante, mais qui touche moins les gens au cœur. La sortie des usines Lumière, jouée par tous les cinéastes successivement au fur et à mesure qu'ils viennent ici, l'émotion qu'il y a, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs fois à ça, à la pose d'une plaque. Les gens qui sont là et où ils jouent bien, ou quelquefois ils ne savent pas ce qui va se passer. Un jour on était là au cinéma avec, j'arrive bien évidemment pas à retrouver le nom de ce réalisateur chinois, on voit un de ses films, on devait voir un de ses films, et puis Thierry fait l'introduction, la salle était blindée, et il dit maintenant, on va aller faire un tour. Avant que le film commence, on va se dégourdir un peu les jambes. Alors je demande à ceux qui sont assis sur les marches de rester assis sur les marches au retour. Hein. Ceux qui ont leur place, ils ont leur place. Je ne veux pas la guerre des lions. Et on sort, et on arrive là-bas, et on découvre la plaque de ce réalisateur. Mais c'était vraiment une émotion de gamin.
vraiment extraordinaire. Moi, je savais ce qui allait se passer, mais lui, vraiment. Donc, on est dans un lieu où tout est merveilleux. Et même ces fabricants de merveilles peuvent être émerveillés. Ça, je crois que c'est ce qui est le plus formidable. Merci, Thierry Frémaux. Voilà, bah écoutez, moi je vais te remercier d'avoir pris ces longues minutes pour nous parler de ta passion et de tout ce que tu faisais. Je vous rappelle que le Festival Lumière se termine samedi, que malheureusement, et je reprends ce qui m'a été dit samedi matin d'une manière un peu triste, c'est-à-dire que comme il y a la moitié des places pour respecter le confinement, bah, c'est 2 fois plus rempli. Et donc, résultat des courses, il n'y a pas beaucoup de place. Malgré tout, vous pouvez suivre l'actualité. Je vous rappelle que vous retrouvez le journal du Festival Lumière sur le site internet du festival. Et puis, vous retrouvez plein d'autres choses assez conséquentes. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Et puis, bon, comme c'est le 101 Michel Audiard, eh ben, écoutez, c'est vrai que vous pouvez regarder soit des extraits, soit des films sur YouTube et sur d'autres plateformes. Bon, bah, écoute, plein de bonnes choses à toi. Merci Alain, et à très 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 bientôt. Puis merci à toi aussi de soutenir la radio depuis le début et depuis très longtemps. Salut à tous!